uniquement le clan Guesso, 112 comptes bancaires. Et c'est des comptes où il y a Alimentés. alimentés, ce n'est pas des comptes où il y a 2 ou 3 euros, c'est des comptes alimentés. Le clan Guesso, 25 propriétés. Alors, 25 propriétés. 25 propriétés. En reprenant parce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi ils sont revenus au pouvoir, c'est uniquement pour s'enrichir, mais aussi pour jouir de cet argent-là. Ils ont passé leur temps à partir de 99 à acheter des véhicules de luxe, à partir de 99 seulement, des véhicules de luxe. Pour célébrer le coup d'État réussi. Pour célébrer le coup d'État et pour jouir de ce pouvoir-là. Vous avez parlé de l'aide au développement qui était, disons, accordée aux Africains, mais qui repartait finalement vers la France, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment ça se passe? C'est de l'argent théoriquement qui est donné à nos États pour notre développement. Et cet argent, quand il arrive dans nos différents pays, il est donc alloué à des projets bien précis. Or, cet argent, quand il arrive, alloué à des projets bien précis, ces projets ne voient pas le jour. Et cet argent revient, comme disait Taralo, ou comme M. Taralo, qui était un ancien directeur de Delphes, ou comme disaient d'autres politiques français, cet argent revenait en France dans des tam-tams, c'est-à-dire on envoyait en France des objets culturels. Des objets d'art, alors. Des objets d'art. Et ces objets culturels, ces objets d'art étaient bourrés de billets et qui revenaient dans les poches des hommes politiques français ici pour le fonctionnement des partis politiques. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci de votre fidélité à Télar TV et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur l'affaire des biens mal acquis du clan Sassou Nguesso. Poursuivi à Paris pour blanchiment de détournement de fonds publics. Des pratiques qui mettent à mal l'économie congolaise, où tout l'argent qui devrait servir à l'amélioration des conditions sociales des Congolais est détourné, planqué dans les paradis fiscaux ou dans l'achat des biens immobiliers des membres du clan Denis Sassou Nguesso à l'étranger. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau M. Benjamin Moutila. Vous êtes militant associatif de la société civile congolaise et l'un des initiateurs de la plainte des disparus du Beach à Paris. Vous êtes aussi cofondateur de la Fédération de la diaspora congolaise. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau, mais aussi bonne heureuse année 2023. Bonsoir, bonjour M. Christian Perrin, merci de me recevoir sur votre plateau. Et donc, je suis à la disposition de tous les internautes et de tous les téléspectateurs pour apporter un maximum d'informations sur ces dossiers tant décrits sur la place de Paris. Et surtout, bonne année à tous, puisque nous sommes au début 2023. Merci de votre disponibilité, Monsieur Benjamin Moutila. Alors, les membres du clan Sassou Nguesso, vous les connaissez comme tous les Congolais d'ailleurs, sont devenus tous ou presque des multimilliardaires aussi en dollars qu'en francs CFA, alors qu'il y a à peine 20 ans de cela, nous le savons tous, au Congo tout le monde se connaît, personne d'entre eux ne disposait d'une unité de production ou d'une entreprise commerciale capable de générer autant d'argent. Et même s'ils avaient des gros salaires, j'imagine, mais de simples fonctionnaires de l'État qui aujourd'hui se retrouvent à la tête des fortunes de l'ordre de 2000 milliards de francs CFA, alors que personne d'entre eux non plus n'est né d'une famille industrielle. Comment expliquer cette métaphore? Comment expliquer cette transformation? Est-ce possible qu'un fonctionnaire de l'État se retrouve aujourd'hui avec une fortune de l'ordre de 2000 milliards de francs CFA? Je pense qu'il faut juste rappeler ce que disait un président américain, Harry Truman. Il disait, si un homme politique devient riche, c'est un voleur. Et Laurent Gbagbo l'a repris. Celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires.
Il y a même le camarade Bob qui l'avait repris aussi, qui lui aussi a été un très grand prévaricateur aussi. Dans le camarade Bob, de son vrai nom, Robert Mugabe, qu'il avait aussi repris. Et on sait que... Et donc, vous disiez tout à l'heure, je vais répéter, si quelqu'un fait de la politique et qu'il devienne riche, c'est que c'est un voleur. C'est bien cela. Tout à fait, tout à fait. Et Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Pour l'illustrer, il n'y a qu'à regarder dans le dossier des biens mal acquis, quand on nous a remis ce dossier, qu'on a regardé au peine fin, on s'est rendu compte que dans la famille Sassou, notamment celui qui considère comme l'aîné, le fils Nguesso, qui est donc un frère, j'ai dit putatif de Sassou, puisque lui s'appelle Sassou, il a rajouté Nguesso en 69, parce que sa maman était mariée à Nguesso, était une des femmes de Nguesso, mariée, peut-être pas le terme exact, était une des femmes de Nguesso. Et le premier fils de Nguesso, c'est Ambende Nguesso, et la fameuse Villa Suzette, qu'on avait mis dans le dossier au départ de cette plainte, était propriétaire de la fameuse Villa Suzette qui est au Vésinet, qui à l'époque était évaluée à près de 10 millions d'euros. Et c'est un hôtel particulier. On lui dit souvent c'est une petite maison qui est à côté d'une gare, il y a beaucoup de bruit et tout ça. Mais quand on connaît l'immobilier en région parisienne, notamment dans les Yvelines, et au Vésinet particulièrement, les hôtels particuliers Vésinet, c'est quand même des hôtels qui ont été construits par les anciens hommes riches de France. C'est des hôtels particuliers qui ne coûtent pas, qui ne sont pas de petites villas, de petites maisons, des petits pavillons. C'est de véritables hôtels particuliers. Donc ça, c'est un point. Et quand on a regardé après, quand on a reçu tout le dossier et qu'on a regardé toutes les maisons qu'ils avaient, ou les appartements, ou les maisons, ou les logements, qu'ils n'ont tous acheté qu'après 97. Donc, après qu'ils soient arrivés au pouvoir, après 97. Ils sont arrivés à peu près à une trentaine de logements, une trentaine de maisons particulières, et tous dans les quartiers les plus huppés de Paris. Si on prend le clan Nguesso, rien que le clan Nguesso, quand le juge a demandé l'enquête au commissaire de la brigade financière, ils sont arrivés à 25 propriétés, toutes achetées après 97, et dans les quartiers les plus huppés de Paris, c'est-à-dire le 16e, le 7e, ou alors les banlieues les plus cossues, Courbevoie par exemple. Donc, ce qui montre bien que cet argent-là, ils l'ont volé quelque part. Ils n'ont pas, ce n'est pas de l'argent qui a été généré par des biens qu'ils avaient auparavant. Et quand on sait que, comme disait Okoko pendant la conférence nationale, jusqu'à 97, ou avant qu'il arrive au pouvoir, Sassou était locataire. Et c'est lui qui était son bailleur. C'est Okoko qui le disait pour que la République. Donc, à quel moment a-t-il pu avoir de l'argent pour acheter une villa qui coûtait plus de 10 millions d'euros? 10 millions d'euros, ça représente à peu près, je ne sais plus en CFA ce que ça fait, mais c'est quand même autour de 6-7 milliards, oui. Voilà, autour de 6-7 milliards. C'est le coût, par exemple, d'un hôpital au Congo. À l'époque, c'est ce que je disais dans un article qui avait été fait par la semaine africaine. Et lorsqu'on sait évidemment que Denis Sassou Nguesso lui-même est un soldat au demeurant, c'est-à-dire les soldats ne font jamais les affaires parce que c'est interdit par la loi, comme les fonctionnaires de l'État également ne sont pas autorisés de faire les affaires. Alors, donc la question se pose aujourd'hui, comment ont-ils fait pour devenir des multimilliardaires? Et nous prenions donc un tout petit exemple. Imaginons qu'ils ont des gros salaires, j'imagine, on peut imaginer comme ça, et que quelqu'un pouvait épargner jusqu'à 1 milliard par mois, ce qui est d'ailleurs impossible. Mais nous prenons cet exemple pour illustrer comment est-ce que ces gens sont devenus riches, mais alors ils se sont enrichis illicitement. Je disais donc, si quelqu'un, un fonctionnaire, épargne 1 milliard par mois, au bout de 20 ans, il en aura 240, donc 240 milliards. Mais curieusement, je vais citer un nom, puisque l'information est à la portée de tout le monde. Monsieur Bouya, par exemple, qui a plus de 2000 milliards de francs CFA dans ses comptes à l'étranger. Comment un fonctionnaire de l'État peut se retrouver avec autant d'argent?
plus qu'un budget, parce que je sais que les budgets, par exemple, du Congo, c'est autour de 2 000 milliards, 3 000 milliards. Comment expliquer cela? Par le vol, tout simplement. Par le vol. C'est le vol, tout simplement. Alors, d'accord. Monsieur Benjamin Moutila, on va revenir donc, venons-en donc à ce dossier-là, l'affaire des biens mal acquis du clan Denis Sassou Nguesso. L'origine, c'est quoi? Comment est-ce que tout ça a commencé? Comment ça a commencé? Il faut se rappeler que le terme de bien mal acquis avait été également aussi, plus ou moins, je dirais, assez bien défini par la conférence nationale. Et nous, en tant que militants de survie ici, à l'époque avec François-Xavier Bernchard, on s'était dit, il faut essayer de pister, de trouver la traçabilité de tous les biens que ces fonctionnaires congolais ou africains ont sur la place de Paris. On avait donc créé une association à l'époque qui s'appelait BPEM, Biens publics à l'échelle mondiale. Parce qu'on estimait que l'argent était dévolu. On partait d'un point simple, c'était ce qu'on appelle l'aide publique au développement, la fameuse APD. C'est l'argent qui part de France, qui arrive chez nous et qui revient dans les caisses de certains partis politiques ici. Donc on s'était dit, on va regarder un peu, faire la traçabilité de cet argent pour voir ce qui s'est passé. Et on s'est rendu compte que tous les ministres qui géraient ces fonds devenaient du jour au lendemain milliardaires, effectivement. Ou tous les fonctionnaires qui géraient ces fonds devenaient subitement milliardaires. Alors, comment cet argent était-il placé? Comment cet argent, où allait cet argent qui partait dans nos pays, mais disparaissait de nos caisses? Et c'est là qu'on a recherché, au niveau de la France particulièrement, ce qu'ils pouvaient posséder. Et on s'est rendu compte que autant les enfants qui pouvaient avoir 6 ans, les neveux qui pouvaient avoir une dizaine d'années, ou qui avaient à peine 20 ans, qui n'avaient jamais travaillé, se retrouvaient propriétaires d'un hôtel particulier, propriétaires d'un appartement dans le 7e arrondissement ou dans le 6e arrondissement. Donc on a listé tout ça, et également avec un autre dossier qui avait été fait par le CCFD, avec un neveu de François-Xavier Bernchard, qui s'appelle Jean Mercard, et un de ses amis, mais avec qui il travaillait aussi, s'appelle Antoine Dulin. Ils avaient donc fait également un document, un très gros pavé, qui dénonçait tout ça aussi. Et c'est ce qui a permis de se dire, et si on faisait une plainte pour dénoncer, pour essayer de trouver toute la traçabilité de tous ces biens qui ont été achetés par tous ces hommes politiques qui, au départ, étaient fils de paysans ou fils de pêcheurs et se retrouvent à la tête de grosses fortunes. Et on sait également, eux, en faisant des recherches, nous également, en faisant des recherches également, au niveau de la Fédération des Congolais de la diaspora, on s'est rendu compte qu'il y avait une convention qui avait été signée, par l'État congolais et qui avait été initiée par l'ONU, la fameuse convention de Mérida, qui essaie de trouver la traçabilité. Il disait quoi en substance? En substance, c'était de dire que si les hommes politiques se retrouvaient à la tête de fortune et que les aides qui étaient données à leur pays avaient disparu, c'était eux qui avaient volé cet argent-là. Donc, il y avait prévarication de biens publics. Et cette prévarication était donc punissable par la loi et assez fortement par la loi. Donc, on s'est basé là-dessus et donc on s'était retrouvé à quelques associations sur la place de Paris à essayer d'initier une plainte. Et donc, on s'est retrouvé à l'arrivée avec tout simplement 3 associations. La nôtre, la FCD, Survie, et puis Sherpa, qui était à l'époque présidée par William Bourdon. Et quelques Gabonais qui étaient venus aussi, notamment Marc Ona et Grégory Minkwa Mboa, qui lui a été assassiné au Gabon. Il ne reste plus que Marc Ona au Gabon. Et donc, à faire cette plainte sur les biens mal acquis. Voilà comment cette plainte est partie et comment elle a été initiée et comment elle a pu se développer sur la place de Paris. On va continuer, Monsieur Benjamin Moutila. Vous avez parlé de l'aide au développement qui était, disons, accordée aux Africains, mais qui repartait finalement vers la France. C'est ce que j'ai cru comprendre. Comment ça se passe? C'est de l'argent, théoriquement, qui est donné à nos États pour notre développement. Et cet argent, quand il arrive dans nos différents pays, il est donc alloué à des projets bien précis.
Or, Mhm. cet argent, quand il arrive, alloué à des projets bien précis, ces projets ne voient pas le jour, et cet argent revient, comme disait Taralo, ou comme M. Taralo, qui était un ancien directeur de Delphes, ou comme disaient d'autres politiques français, cet argent revenait en France dans des tam-tams, c'est-à-dire on envoyait en France des objets Des culturels, objets d'art, alors. des objets d'art, et ces objets culturels, ces objets d'art étaient bourrés de billets et qui revenaient dans les poches des hommes politiques français ici pour le fonctionnement des partis politiques. Et dans un des bouquins qu'a écrit euh, Le Floch Prigent, il le dit assez bien puisqu'il dit que au niveau d'Elf, quand on devait donner ce qui était dévolu à nos États, il y a une partie qui était donnée également aussi aux partis politiques, plutôt qui était donnée aux hommes politiques africains, et eux retournaient cet argent aux partis politiques français ou bien à des hommes politiques français qui étaient dans la boucle. Et à l'époque, Apparemment, c'est dans la même logique des mallettes qui circulaient de l'Afrique vers la France pour parler à Robert Bourgi, c'est cela? et ce que explique Robert Bourgi d'ailleurs. Et alors, j'ai pas pris l'exemple de Robert Bourgi parce que ce que je dis là a été suffisamment documenté lors d'un procès qui a été fait en France sur ce qu'on appelle l'affaire Elf, avec le monsieur Taralo que j'ai cité tout à l'heure. Et là, c'est vraiment tout a été documenté, tout a été tracé. On voit bien que cet argent revient ici dans les poches de certains dirigeants, de certains hommes politiques français ou certains dirigeants français qui, eux, vont redonner cet argent aux partis politiques. Et Le Floch, d'ailleurs, dans son livre, dit, il a écrit, donc il le dit, il écrit que quand il a été nommé patron d'Elf, et il s'est aperçu qu'il y avait une rubrique financière où l'argent de Delphes, donc l'argent du développement de nos pays africains, revenait en France dans les partis politiques. Donc il dit à Mitterrand, mais dans cet argent qui revient, il y a quelques partis de droite. Qu'est-ce que je fais? Je biffe les partis de droite et je mets les nôtres. Et Mitterrand lui répond, vous laissez tous les partis qui sont là, vous rajoutez les nôtres. Et donc, il a été rajouté le PC, plutôt le PS, dans le Parti socialiste, et le Parti communiste. Finalement, en fait, il finançait tous les partis. Question. Il finançait tous les partis politiques. Il finançait tous les Voilà. partis. Alors, au début de votre propos, vous avez cité Monsieur Ambende, qui doit être un parent de Denis Sassou Nguesso, qui disposerait d'un immobilier de l'ordre de 10 millions de francs, de 10 millions d'euros, vous avez dit. Alors, ce monsieur, nous savons qu'il est, au demeurant, c'est un pêcheur artisanal. C'est ça. Et comment son nom a été identifié dans ce milieu? Comment vous avez fait ou comment ont-ils fait pour repérer ce nom-là? Parce qu'apparemment, c'est un peu compliqué à expliquer que ce monsieur aille s'attraper un immobilier de l'ordre de milliards de francs CFA. En France, il y a une particularité. Quand on a une propriété, on paye ce qu'on appelle un impôt foncier. Donc, l'impôt foncier figure le nom de la personne qui est acquéreur ou propriétaire d'un bien. Donc, les commissaires enquêteurs donc, ont juste regardé les impôts fonciers, puisqu'ils sont centralisés en région parisienne, notamment les départements de la région parisienne sont justement centralisés. Il suffit d'aller regarder donc aux impôts fonciers, on retrouve les grands propriétaires, ceux qui possèdent, ou même les petits propriétaires, ceux qui possèdent un quelconque bien. Celui qui a un appartement, il paie des impôts fonciers, il a son nom également aussi aux impôts fonciers. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé tous ces noms-là. Et en retrouvant les noms, parce que aux impôts fonciers, eux, comme on dit, ils calculent l'assiette fiscale, ils envoient la fiche d'impôt, je dirais, au récipiendaire, à celui qui doit payer l'impôt, qui paye l'impôt. Et nous, dans la plainte, les enquêteurs, donc dans la plainte, quand ils sont rendus compte, ils ont récupéré les noms de différents, je dirais, récipiendaires des impôts fonciers, ils se sont rendus compte que certains étaient des gamins de 7 ans, ou des jeunes de 18 ans, ou des jeunes de 20 ans. Donc, ils n'avaient jamais travaillé. Et c'est ça qui a été assez extraordinaire. Alors que les impôts étaient régulièrement payés.
Donc, dans une enquête qui est faite, une enquête judiciaire qui est faite, une enquête de police qui est faite, la question est posée, mais comment ils trouvent de l'argent pour payer tout ça? Donc, c'est là où ils vont suivre la traçabilité de ces personnes-là. Et donc, on se dit, mais cette personne-là qui a ce bien-là, si elle habite en France, où est-elle? Elle doit donc payer un impôt sur le revenu. Ils vont rechercher au niveau des impôts, ils ne la retrouvent pas. Donc, ils se disent, mais il est parent de qui? Il est peut-être prêtre? Non, il est parent de qui? Et c'est en cherchant qu'ils ont retrouvé les noms du fameux clan Nguesso que vous avez cité au départ, qui est effectivement un clan, parce que dans tous ces biens-là, quand on prend par exemple les biens qui appartiennent au clan Nguesso, d'abord le nom Sassou n'apparaît pas, c'est le clan Nguesso, donc c'est les noms Nguesso qui apparaissent, et c'est tous des neveux, des nièces ou des épouses qui apparaissent, ou des sociétés immobilières. En prenant un Alors, petit exemple. est-ce que cela veut dire que tout ce qu'ils achètent en France, particulièrement en France, je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière dans les autres pays aussi, à l'étranger, tout ce qu'ils achètent en France peut être repéré à partir des impôts. Aussi, tout à fait. Rien ne peut Tout à être fait. Tout est caché. repérable. Tout est repérable. Là, je vais vous donner un petit exemple. Hein. Dans les fameuses propriétés qui appartiennent au clan Nguesso, par exemple, vous avez Edith Lucie Sassou, épouse Bongo. Vous avez Valentin Ambende, dans la fameuse villa Suzette. Marguerite Ambende, donc sont tous la famille de Sassou. Maurice Nguesso, qui est son frère. Antoinette Chibota, qui est son épouse. Bon, il y a les sociétés immobilières, donc ils ont monté avec d'autres personnes, notamment Johnson, qui est un des maris de la fille de Sassou, qui s'appelle Julienne. Vous avez également aussi son fils, le fameux Denis Christelle. Vous avez Claudia. Vous avez Inès Nguesso. Vous avez Wilfried Nguesso. On a Edgar Nguesso. Et puis, bien évidemment, les petits-fils, les enfants de Lucie. C'est-à-dire. Il apparaît que finalement, tous les Nguesso ont des biens là-bas et Exactement. acquis illicitement, voilà, les biens Exactement. mal acquis. Et tous ces biens acquis à partir de 97, c'est-à-dire 99, 98, 99. À partir de son retour, donc, À partir de son aux retour au affaires pouvoir. par coup d'État, c'est Voilà, cela. exactement. Voilà. Exactement. Donc, Et dans ces là biens-là, aussi, on on peut semble également comprendre le pourquoi de son coup d'État. C'était juste pour venir se servir, comme qui dirait. venir se servir. Venir se servir. Alors, mais le parc de ces biens-là a combien de biens, disons, j'allais dire, d'immobilier peut-on évaluer finalement tout ce parc qui appartient plutôt Alors, le clan Nguesso, au clan Sassou 25 Nguesso? propriétés. Le clan Nguesso, 25 propriétés. Alors, en 25 reprenant propriétés. 25 propriétés. En reprenant parce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi ils sont revenus au pouvoir, c'est uniquement pour s'enrichir, mais aussi pour jouir de cet argent-là. Ils ont passé leur temps à partir de 99 à acheter des véhicules de luxe, à partir de 99 seulement, des véhicules de luxe. Pour célébrer le coup d'État réussi. Pour célébrer le coup d'État et pour jouir de ce pouvoir-là. Et en prenant le cas des véhicules de luxe achetés, il y en a par exemple une qui est très célèbre, c'est une Austin Martin de 99. Il y a une Land Rover, mais celle-là, c'est une Land Rover de luxe. Et cette Land Rover-là, on en a eu une qui a, à l'époque, au moment où le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, était décédé, c'est cette Land Rover qui a conduit son cercueil. C'est ce véhicule-là. Donc, c'est des véhicules de super luxe. Et cette Land Rover, c'est une Land Rover de 99. Alors, vous avez parlé disons, des propriétés. Vous avez dit il y a 25 propriétés. 25 propriétés 25. du clan Denis Sassou Nguesso. Et au niveau des comptes, par exemple, bancaires, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui s'est fait? Qu'est-ce que ça donne? Mais les commissaires enquêteurs également ont fait un travail également, j'allais dire, extraordinaire aussi. Ils ont trouvé 112 comptes bancaires. 112 comptes bancaires. Comptes bancaires. Pour toute la famille ou bien pour une personne? Le clan Nguesso, uniquement le clan Nguesso. Uniquement le clan Nguesso, 112 comptes bancaires. Et c'est des comptes alimentés. Alimentés, ce n'est pas des comptes où il y a 2 ou 3 euros, c'est des comptes alimentés.
C'est les comptes qui voient passer de l'argent régulièrement. Et souvent, c'est les virements, des virements, c'est des dépôts d'espèces faits sur la place de Paris. C'est ce qui explique d'ailleurs que après cette plainte-là et qu'après que la France, puisqu'elle avait signé la Convention de Mérida, ait mis en place un service qu'on appelle TRACFIN, donc traçabilité j'allais dire des magouilles financières, donc de tous les virements financiers plus ou moins illicites, donc magouilles financières bien évidemment. C'est ce qui explique que beaucoup de dignitaires africains, congolais particulièrement, se sont retrouvés arrivés à Paris, piégés et avec de l'argent dans les mallettes qui avait été récupéré par les douanes régulièrement. Et ça, on a beaucoup d'exemples de dignitaires du clan Sassou qui ramènent des centaines de milliers d'euros qui sont récupérés par Mais les comment est-ce douanes. qu'ils transportent tout cet argent? Parce que dernièrement, évidemment, nous avons suivi sur, disons, les médias, sinon la presse internationale, qui rapportait l'arrestation d'un certain Lucien Ebata avec beaucoup d'argent. Comment font-ils pour transporter cet argent-là? Est-ce que ça passe facilement dans les vols, disons, dans les avions, ou comment est-ce qu'ils font? Les transferts bancaires ou Alors, en les dehors des transferts tam-tams, bancaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, on ne peut pas mettre des milliards dans les tam-tams. Comment est-ce qu'ils font pour transporter tout cet argent-là? ben, je crois que c'est un peu ce que disait notre avocat une fois, c'est qu'il donne les bâtons pour se faire battre. Il ramène cet argent dans des enveloppes ou dans des mallettes ou les confie à des personnes avec qui il voyage. Et c'est arrivé d'ailleurs à quand il avait confié une enveloppe à un voyageur qui connaissait bon, dans l'avion. Moi, je donne cette enveloppe-là, tu me la redonneras quand on sortira de l'aéroport. Le gars, il est sorti de l'aéroport, il est parti avec l'enveloppe. Et le gars, ce dignitaire n'a plus jamais retrouvé cette enveloppe-là et l'individu. Donc, eux, ils rentrent. C'est-à-dire, quand ils ont beaucoup d'argent, vous avez dit, lorsqu'ils prennent des vols, bah, s'il y a des amis qu'ils peuvent reconnaître dans l'avion ou dans le milieu, ils confient certaines enveloppes d'argent à ces personnes pour les récupérer à l'arrivée. À l'arrivée. Et eux-mêmes, bon, en se disant, moi, je vais peut-être être ciblé par un passeport diplomatique ou parce que, bon, ils vont peut-être me repérer, bon, je confie tout ça à quelqu'un. Ou alors, tout gaillardement d'ailleurs, parfois, avec leur passeport diplomatique, comme c'est arrivé à Lucien Ebata, il ramène sa mallette avec une d'argent en se disant, j'ai un passeport diplomatique, je ne serai pas fouillé et puis je rentrerai. Mais ils oublient, et ça, c'est un peu, je dirais, la bêtise humaine et je dirais, le crétinisme de ces personnages-là. J'ai un passeport diplomatique, j'ai tous les droits. Alors que n'est protégé par les conventions internationales au passeport diplomatique que l'ambassadeur et le chef de l'État. C'est les seuls qui sont protégés par l'unité diplomatique. C'est intéressant parce que finalement, au Congo, au Brazzaville, j'allais dire, tous les membres des familles, entre guillemets, les caciques du pouvoir, ont des passeports diplomatiques. Est-ce que. Et ça leur sert à rien, finalement? Alors, aujourd'hui, quand ils viennent en France, ça ne leur sert à rien. Dans les pays africains, ils passent. Il n'y a pas de problème, on est entre nous, donc ils disent, ah, c'est un diplomate, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le ministre de tutelle, donc je le laisse passer. Mais en France, ça ne passe pas. Surtout que dans ces passeports-là, évidemment, on a vu un passeport comme ça où on a mis, je crois, à la place de la profession, on a mis fils du président. Là. Voilà. C'est comme si être fils du président était une fonction ou fils de madame, l'épouse du président. Exactement. Mais c'est ce que me disait une fois un des commissaires enquêteurs dans une discussion. Il me disait, mais je ne comprends pas quand je vous vois, vous, je discute avec vous, avec d'autres Congolais avec qui je rencontre, notamment ceux de votre association, avec qui je peux parler, avec qui je peux discuter. Je ne peux pas comprendre que là-bas, ces gens-là qui arrivent à ces postes aussi élevés aient fait des études comme vous en avez faites, et je ne comprends pas qu'ils puissent avoir un comportement je dirais, du citoyen lambda qui ne connaît pas toutes ces lois-là. Et on leur disait, mais vous savez, quand dans nos pays, quand les gens arrivent à ce niveau-là de pouvoir, ils se trouvent dans une situation d'impunité. Et je donnais à l'époque l'exemple de Jacques Chirac, qui ne savait pas ce que c'est qu'un chèque et qui ne savait pas ce que c'est qu'une carte de crédit, une carte de retraite. Parce qu'il était habitué dans son bureau de la mairie de Paris, comme je suis assis là, si mon fauteuil pivotait, je pivote mon fauteuil. Derrière moi, il y a un coffre, j'ouvre et je demande à mon interlocuteur qui est en face de moi, tu veux combien?
et il prend quelques liasses et il lui donne. Et ces gens-là se comportent exactement de la même façon. Et C'est ça, bien c'est dommage, mais bon, c'est une réalité que le nous sommes en train de découvrir. Alors, monsieur Benjamin Moutila, il y a aussi un aspect de choses qu'il faut peut-être évoquer ici, c'est le patrimoine de la République du Congo au niveau de la France. Le constat, c'est qu'à ce jour, tout a été presque bradé, vendu. Il y a aussi la Mecque, par exemple, qui servait de transition pour les étudiants les congolais. étudiants. Dernièrement, on a vendu, je crois, c'était la villa où logeait, où devrait loger l'ambassadeur congolais en France, qu'on venait de vendre, et là, aux enchères, curieusement. Ma question, c'est de savoir comment on peut dilapider de l'argent à coups de milliards pour alimenter les comptes à l'étranger, des comptes bancaires personnels du clan Sassou Nguesso, et dans le même temps, vendre le patrimoine national. On dirait un crime. En fait, c'est une haute trahison. Mais je veux comprendre à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut justifier cela? On vole beaucoup d'argent, on ne peut pas entretenir le patrimoine parce que c'est la raison qu'ils avancent. Le patrimoine n'était pas entretenu et la fois dernière, on nous parlait même je crois, les factures du téléphone. Et pour cela, on a bradé un patrimoine national. Et les mêmes personnes peuvent prendre des milliards dans les caisses de l'État pour s'attraper leurs biens à eux, privés. Je crois que c'est le comportement qu'ils ont, c'est leur manière de fonctionner, c'est, j'allais dire, la culture qui est la leur. C'est les coutumes qui sont les leurs. Pour eux, l'État ne doit pas exister. L'État, c'est tout le monde. Donc, je peux voler l'État, ce n'est pas grave. Mais je n'entretiens pas ce qui appartient à l'État. Surtout ça, je n'entretiens pas ce qui appartient à l'État. On voit ce qui se passe actuellement au Congo. Quand on a vu, par exemple, ces inondations qu'il y a eu, ou ces édifices qui ont été construits par les soi-disant grands travaux, qui sont en train de rentrer en décrépitude. Tout ce qui appartient à l'État, eux, ils n'entretiennent pas du tout ce qui appartient à l'État. Et effectivement, sur la place de Paris, le président Hulot avait laissé un patrimoine immobilier incommensurable. Une dizaine d'appartements au boulevard, avenue Boussengo dans le 13e. Dans cette maison des étudiants qui avant était rue Broca, que Hulot avait acheté, et la résidence de l'ambassadeur qui servait aussi de case de passage pour les ministres et le chef de l'État. Tout ça a été laissé à l'abandon sciemment pour que ça soit bradé et que eux récupèrent cet argent-là. Alors, la bêtise qu'ils ont commise en laissant ces maisons de décrépitude, parce qu'ils se disaient que nous sommes sur Paris, si on laisse en décrépitude, il y aura un décret de péril, donc on vendra, et dans leur tête se disait, quand on vendra à peu près au même prix qu'on a acheté, ou alors ça suivra l'évolution, j'allais dire, des valeurs immobilières de la place. Et on récupère cet argent-là. Malheureusement, en France, quand une maison n'est pas entretenue, un bien n'est pas entretenu, elle perd de la valeur. Donc, tous ces biens ont perdu la valeur, ça a été vendu. Et eux, ce peu qu'ils ont reçu, qui a été reçu normalement par l'État congolais, c'est passé dans la poche de quelques individus. Et l'un des individus dans la poche de lequel c'est passé, c'est Maître Gomez, le notaire, qui avait servi à vendre notamment la maison des étudiants congolais, la fameuse Mecque. Et qu'est-ce qu'il en est en fait aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est de ce procès-là, c'est-à-dire l'affaire des biens mal acquis? À quel niveau sommes-nous? Alors, c'est au niveau de l'instruction tout simplement, parce que cette affaire avait été déclarée classée par le procureur de la République sous injonction du parquet, donc la garde des Sceaux, qu'à l'époque était Rachida Dati. Donc, ils avaient classé l'affaire soi-disant, elle n'était pas suffisamment constituée. Et pour anecdote, quand on nous a dit que l'affaire était pas suffisamment constituée et qu'on classait l'affaire, le procureur nous a remis le dossier et c'était des chemises qui étaient à la hauteur de la table, quoi, à la hauteur d'une table. Et c'est là où on a retrouvé justement toutes ces pièces que je vous ai citées tout à l'heure. Et entre autres, dans ces pièces-là, il y a un chèque
qui avait été fait par le Trésor congolais, donné à un avocat parisien pour acheter une Maybach, donc la Mercedes la plus luxueuse qui soit, pour le clan Nguesso, entre autres. Bon, ce chèque, je ne l'ai pas là parce que bon, c'est dans le dossier n'est pas chez moi, le dossier est dans une banque en sûreté. Pour anecdote, je peux vous raconter, par exemple, l'année dernière, au mois de novembre, j'ai moi été ici chez moi, cambriolé. Mon bureau a été fouillé de fond en comble, tout avait été mis sens dessus dessous pour essayer de Vous voyez retrouver. trouver les dossiers là-bas. Voilà, et on croyait retrouver ces dossiers-là. Et malheureusement pour eux, les dossiers ne sont pas chez moi, quoi. Et c'est d'ailleurs les flics, dans l'enquête qu'ils avaient faite, qui à un moment donné, quand je suis reparti au commissariat, qui m'avaient dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas des dossiers compromettants chez vous? Alors moi, j'ai fait l'innocent en disant aux flics, mais quel type de dossier compromettant? Et le flic m'a carrément répondu en me disant, monsieur, vous êtes un militant, vous êtes connu, donc vous avez chez vous quelques dossiers suffisamment sensibles. Puis on a fouillé votre bureau de fond en comble, et notamment certains tiroirs ont été regardés au peigne fin, donc ils cherchaient bien quelques dossiers compromettants, et avec un sourire en coin. Donc j'ai avoué aux flics effectivement que j'étais un militant qui était au fait. Mais est-ce que cela veut dire que plus le temps passe, plus c'est un complément d'information dans ce dossier, ou bien plus le temps passe, plus il perd sa substance, Mais le dossier, non, parce qu'il est en instruction. Donc, il continue à être alimenté. Et on continue à être alimenté, par exemple, dans les dossiers qu'on a regardés dernièrement, on n'a pas tous ces éléments-là, puisque là, nous sommes en instruction. Donc, on n'a pas, nous, en tant que plaignant, notre avocat peut regarder le dossier, mais nous, on ne peut pas le saisir, l'avoir en main propre, comme la première partie qui avait été soi-disant classée sans suite. Et dans cette partie-là, par exemple, on a retrouvé une trentaine de propriétés des gens qui sont autour d'un Nguesso ou des gens qui sont au pouvoir. Et je peux vous lire quelques noms de ces personnages-là qui sont du clan Nguesso, mais qu'on n'avait pas retrouvé dans la première enquête qui avait été faite de mars 2007 à septembre 2007. Tout ce qui a suivi après janvier 2008. Donc, on a retrouvé, par exemple, Nguesso Sébastien à Bois d'Arcy, Nguesso Inès à Courbevoie, dans les quartiers toujours cossus, Nguesso Olembe Prudence, au Plessis-Trévis, Aubin-Pierre, notre fameux Aubin-Pierre qu'on a retrouvé dans le problème des biens des disparus du Beach, à Sartrouville. Et la propriété de Sartrouville est sur 2 rues. Et au moment où les flics étaient allés le chercher, puisqu'il est lui devenu témoin assistant dans ce dossier, il voulait ressortir par une autre porte. Et un des flics attendait à cette porte-là, et c'est comme ça qu'on avait gaulé, qu'on avait plutôt interpellé, ramené au pôle judiciaire, et il avait été donc interrogé, et s'est retrouvé témoin assisté. Donc il y a Mundele Ngolo Pelois, que tout le monde connaît, qui lui a son appartement en face du métro rue de la Pompe. Alors donc, si j'ai bien compris, parce que la liste elle est très longue, hein, elle est très longue. si j'ai bien compris, tout ce patrimoine, toutes ces ces propriétés sont connues, sont identifiées. Totalement identifiées, ouais. Le moment venu, un peu finalement récupérer tout cela. Tout cela peut être récupéré, sera récupéré, reversé dans le patrimoine de notre pays, le Congo. Ça, c'est un de mes rêves avant que je ne quitte cette terre, pour moi, que je ne puisse voir cela. Espérons bien que le bon Dieu va exaucer votre prière. Alors, monsieur Benjamin Moutila, lorsque vous parliez de Madame Rachida Dati, c'est la maire d'un arrondissement de Paris. On sait qu'à côté d'elle, il y a aussi d'autres personnalités françaises, par exemple, qui font un ballet. On les voit tout le temps à Oyo. On peut citer pêle-mêle comme ça. Vous avez les Bernard Kouchner, vous avez Jean-Yves Olivier, celui qui assure souvent le lobbying d'ailleurs de Denis Sassou Nguesso, Dominique Strauss-Kahn, vous avez Mathieu Pigasse, et on peut citer aussi Benalla, parce que ça c'est apparu, je crois, dans la presse internationale. Ces personnalités qui se rendent souvent à Oyo profitent de beaucoup d'argent du Congo-Brazzaville et elles se targuent d'être des conseillers de Denis Sassou Nguesso. Dans le même temps, il y a 14 000 milliards
de francs CFA qui étaient en fait destinés au fonds de garantie des générations futures. Alors, c'est 14 000 milliards qui équivalent bien entendu à 25 milliards de dollars américains, soit 7 années de budget congolais, disparu comme ça, pendant que ces gens faisaient un balai là-bas. Ça veut dire que ces personnes peuvent être évidemment ce qui facilite aussi ces transactions financières. On a vu ces noms-là être cités dans les dossiers un peu lugubres. Mais moi, ma question, c'est de savoir, lorsque vous parlez de consorts, oui, jusque-là, consorts, pourquoi est-ce que les noms de ces personnalités n'apparaissent pas? Apparemment, ils sont, finalement, ils y vont pour des activités saines, j'allais dire, c'est ça? Alors, ces noms auraient apparu s'ils étaient, j'allais dire, bénéficiaires de biens immobiliers. Or, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas bénéficiaires de biens immobiliers et ils ne sont pas bénéficiaires de comptes bancaires. Eux, quand ils vont là-bas, ils perçoivent, j'allais dire, comme disait Taralo, leur coutume, c'est-à-dire leur pièce, pour ne pas dire quelques millions, pour ne pas dire quelques milliards, mais c'est l'argent qui souvent est versé. Oui, on peut parler de recel. Ah, tout à fait, mais c'est l'argent, mais il faut trouver la traçabilité. Mais c'est l'argent qui part du Congo vers les paradis fiscaux. C'est là-bas qu'ils retrouvent leur argent. Quand on prend par exemple le cas de Strauss-Kahn, dans ce qu'il a, quand il a eu une affaire ici sur une société qu'il avait avec un associé qui est décédé, l'argent passait par les paradis fiscaux. Donc, non traçable sur le budget congolais, sur le budget français. C'est-à-dire, on ne peut pas le poursuivre. À telle enseigne qu'aujourd'hui, Strauss-Kahn, il a sa société qui est basée au Maroc. Et lui-même est résident marocain. Donc, il n'y a pas de traçabilité en France. C'est un peu ce qui fait, si vous voulez, ce qui échappe à ces gens-là, ce qui leur fait échapper la justice, parce qu'il n'y a pas de traçabilité en France. Quand on prend le cas de Jean-Yves Olivier, qui a effectivement bénéficié de beaucoup d'argent, mais ils avaient créé à l'époque une association qui s'appelle, je crois, Fondation Brazzaville, dont il est le président, le vice-président, avec une ancienne femme dans l'ancien premier ministre français Manuel Valls, cette femme était violoniste. Ils ont également brassé aussi des milliards, mais cet argent passait par les paradis fiscaux, et même mieux, passait par l'Afrique du Sud, pour revenir vers les paradis fiscaux. Donc, dans les finances françaises ou dans le flux d'argent en France, l'argent ne passe pas dans leur compte à eux. Et le cas des Pigas, c'est pareil. L'argent ne passe pas dans leur compte ici en France. Ce qui fait qu'on ne retrouve pas cet argent-là ici. Parce que quand on a pas regardé, et ça c'est dans un autre dossier, ils avaient regardé la fiche d'impôt de Strauss-Kahn, ils s'étaient rendu compte que ces impôts, ce qu'ils déclaraient en France, n'avait rien à voir avec les activités qu'il avait à l'extérieur. Or, lui, effectivement, a mené beaucoup de conseils économiques au niveau des Sassou, beaucoup de conseils fiscaux au niveau de Sassou, quand ils sont amenés justement à ce que le Congo rentre plutôt dans le fameux processus PPTE. C'est lui qui l'avait fait. Mais ces conseils-là ne sont pas payés sur le territoire français, ils sont payés ailleurs. Ils sont payés dans les paradis fiscaux. Donc, il n'y a pas de traçabilité. Alors, revenons donc sur ce dossier, les biens mal acquis. Est-ce pour dire que, quel que soit le temps, il finira par aboutir? Ah, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il est étouffé, apparemment, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Alors, il est étouffé parce que les auteurs sont encore au pouvoir et c'est un système, j'allais dire, autoritaire et ils ont des relations avec l'élite politique française. Jusque-là, ils arrivent quand même à étouffer, sinon à ralentir. Voilà, plutôt ralentir. Le processus, voilà. Mais pour dire que malgré tout cela, et quel que soit le temps, le dossier finira par aboutir. Par aboutir. Quand on prend le dossier, par exemple, de la Guinée équatoriale, il a abouti. On a non seulement je dirais, ciblé les biens du fils Nguema, ils ont été saisis, ils ont été vendus aux enchères. Et l'argent placé sur un compte, jusqu'à ce que la famille Nguema ne soit plus au pouvoir, pour retrousser cet argent à ceux qui arrivaient au pouvoir en Guinée équatoriale. Donc, c'est bel et bien arrivé là-bas. Chez nous, il y a quelques mises en examen, notamment il y a des enfants sociaux qui sont mis en examen. Le fameux Johnson, qui a une société immobilière, donc qui gère une partie du patrimoine de Nguesso, a été mis en examen.
Sa femme également a été mise en examen. Donc, le processus continue son chemin. Dans le cadre de ce dossier-là? Dans le cadre de ce dossier-là, il prend sa vitesse. Comme souvent je dis quand j'explique ce dossier-là, la justice a sa vitesse et ce n'est pas la vitesse des hommes. Donc, elle avance, il faut la laisser le temps d'avancer. Nous, ce qu'on a à faire, nous, en tant que Congolais, c'est de continuer à alimenter, si tant soit peu, ces différents dossiers que nous avons sous la main. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais vous laisser quelques secondes pour conclure sur le dossier bien mal acquis, bien entendu. Mais ma conclusion, elle n'est pas, j'allais dire, elle est... Que dire de ce dossier-là? C'est un dossier qui avance. Nous, ce qu'on a à faire, Congolais, c'est d'être suffisamment patient et surtout persévérant et continuer à suivre ces dossiers-là avec, je dirais, intelligence et surtout patience pour qu'ils aboutissent le temps où ces dossiers aboutiront, tout simplement. Il faut surtout pas, comme on dit, se crêper le chignon par rapport à ces dossiers. Il faut surtout pas qu'on crie au loup par rapport à ces dossiers, mais qu'on laisse la justice faire son travail dans le calme et ce dossier avançera. À la preuve, quand on a soi-disant classé l'affaire, on était à quelques 25 propriétés. Depuis là, il y a une trentaine qui se sont rajoutées. Donc, ça montre bien que ce dossier avance à sa vitesse. En tout cas, merci beaucoup aux accusés aussi de savoir qu'à un moment donné, sinon le moment venu, la justice dira le droit. Et à ce moment-là, il ne faut pas qu'on parle d'injustice ou d'acharnement. Merci, monsieur Benjamin Moutila, d'avoir été avec nous, mais surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, M. Christian Perrin. Et je dirais pour finir, un petit mot, c'est tout simplement un dignitaire du pouvoir qui avait dit à un de mes parents que voilà, votre fils est en train de se venger, veut se venger sur ce qu'on a fait. Il était en train de confondre la justice et la vengeance. Et ce monsieur-là qui le disait était un homme politique du pays et en même temps un spécialiste du droit du Congo. Donc, pour montrer que la bêtise a atteint beaucoup de nos cadres congolais. Voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci Benjamin Moutila d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur votre média, TLR TV. On se retrouve très bientôt. Merci.